Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce téléséminaire international des IREM de février 2025. Nous allons écouter ce soir Madame Safié Haché-Spitalier, qui a été enseignante à différents endroits, en particulier en Alsace, à Bordeaux et puis en Algérie. Euh, donc qui est membre de la commission inter-IRM internationale et du GREMA, le groupe de réflexion sur l'enseignement des mathématiques en Afrique. Et elle va nous parler de bilatéralisme dans l'enseignement des mathématiques en Algérie. Savia, c'est à toi. Merci Christian. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de voir autant de monde, le professeur aussi Djebar avec nous. Et donc, je vais vous parler un petit peu de cette problématique du bilatéralisme dans l'enseignement des mathématiques en Algérie. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais un petit peu présenter un peu l'Algérie. Donc voilà, voici la carte de l'Algérie que vous connaissez, mais j'ai préféré quand même la mettre pour un petit peu voir sa position en Afrique et dans le monde. Donc l'Algérie a été traversée par différentes civilisations et multiples cultures depuis la haute antiquité. Donc on peut dire que l'Algérie est un pays multilingue et multiculturel. Les Algériens, en effet, étaient en contact depuis très 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 longtemps, depuis l'Antiquité, avec plusieurs langues, le punique, le latin, l'espagnol, le turc, l'italien et le français en dernier. Et donc, de ce point de vue, on peut dire que les Algériens sont plurilingues et pluriculturels. Alors, je vais un petit peu voir à partir de la deuxième figure, deuxième carte, un peu les données démolinguistiques en Algérie. Donc, comme indiqué sur la carte, donc on voit la légende à droite et on voit un petit peu l'Algérie comme elle est composée de donc deux groupes d'ethnies très importants que sont ce qu'on appelait les Berbères, que moi j'appelle les Amazirs ou les Imazirènes, et les Arabes. Donc sur la carte, on voit donc la légende à droite, donc pour tout ce qui est le groupe ethnique arabe, quelque sorte, donc c'est un peu le jaune, hein, c'est marqué arabe. Et puis à la suite de ça, on voit un petit peu la Kabylie, les Chénuits, les Chaouis, on va le voir un peu plus en détail. Donc ça, c'est un petit peu une vue globale de la démographie en termes de linguistique en Algérie. Voilà, donc on voit aussi sur la carte que donc en ce qui concerne les Imazirènes ne sont pas dans un même territoire en Algérie. Donc on a un peu à l'extrême sud, on a un peu sur la côte, un peu sur l'intérieur l'est, le sud-est d'Alger, hein, Betna un peu, Tougourt, Béchar, Adrar. Voilà, grosso modo, un petit peu la répartition en termes de territoire des Amazirs, si on peut dire, et des Arabes, donc sur la carte. Alors, on va voir un petit peu cette répartition donc, dans les premières langues en Algérie. On a donc l'arabe algérien et toutes ses variétés, diverses variétés, qui sont de familles linguistiques chamito-sémitiques, donc des sémitiques un peu on peut dire arabes, hein, ou les chamito-sémitiques ou afro-asiatiques, c'est les deux appellations qu'on donnait aux groupes, qu'ils soient chamito-sémitiques de groupes sémitiques ou chamito-sémitiques de groupes tamassertes. Donc voilà, si vous voulez, les premières langues des Algériens, dans leur globalité, les Algériens. Donc on a l'amazigh et ses diverses variétés, qui sont de groupes de familles linguistiques chamito-sémitiques, mais de groupes tamazirtes, et l'arabe algérien et ses variantes, qui est aussi de famille linguistique chamito-sémitique, mais de groupes sémitiques. Voilà en gros les deux grandes langues premières des Algériens. Alors, je l'ai présenté sous cette forme.
Donc, on a les locuteurs tamazirophones, donc on en a plusieurs, hein, donc les Kabyles, les Chaouis, les Mzab, les Touaregs. Ça, c'est les grands, si vous voulez, les grands groupes qui se mettent, sous-groupes qui se mettent sur les locuteurs tamazirophones. Et de l'autre côté, on a le groupe les locuteurs arabophones. On voit très bien en termes de proportionnalité, les tamazirophones sont à peu près, on n'a pas de statistiques en Algérie sur les ethnies, sur les religions, c'est interdit. Donc, ce sont des statistiques de 2013. Et donc, les tamazirophones, j'ai bien précisé, donc c'est à peu près le un tiers et les deux tiers, c'est des arabophones. J'entends par tamazirophones les locuteurs amazirs, pas les amazirs en soi. Les amazirs sont beaucoup plus nombreux que cette proportion. Et donc, ici, il s'agit de ceux des locuteurs amazirs, ce pourcentage. Pour ce qui est des arabophones, donc qui forment presque les trois quarts de la population, donc de répartition pour les langues premières en Algérie, donc trois quarts à peu près. Hein, et on peut dire, dans ce cas-là, à partir de cette répartition, en termes de langue première en Algérie, on peut dire que la langue de la majorité des Algériens est l'arabe dit algérien. Il y en a plusieurs variétés. Donc, de l'extrême est de l'Algérie à l'extrême sud au nord, si on parle, donc on a les gens par exemple, si je prends la ville de Annaba, qui est à peu près à l'extrême est, donc qui parle l'arabe algérien, qu'on appelle aussi Darija, qui signifie littéralement langue courante. Et cette langue, elle est une langue vernaculaire, donc à l'oral, elle sert de langue véhiculaire. Et donc, il y a un continuum, donc une intercompréhension, si vous voulez, de ces différents arabes algériens. Donc, si moi qui suis de l'Est algérien, si je vais par exemple à l'Ouest algérien, je vais pouvoir comprendre les Algériens de l'Ouest. Il y a une intercompréhension, si vous voulez, même s'il ne s'agit pas de la même variété de l'arabe algérien. De même pour les langues amazirs, par exemple, si on est dans la Kabylie, si on part vers le Chaoui, un peu au centre, à l'est, au sud-est à peu près d'Alger, eh bien, ils arrivent à communiquer ensemble. Ce n'est pas le même amazir, mais il y a une intercompréhension, bien que par moment, elle est un peu malaisée lorsqu'on est dans des aires lointains. Si on est géographiquement extrêmement loin, ça commence, par exemple, on parle des Touaregs qui sont à l'extrême sud d'Algérie, c'est un peu particulier, même s'il y a une intercompréhension qui est un peu malaisée. Voilà en ce qui concerne la répartition des langues premières des Algériens. Donc, je dis bien que ce sont des statistiques qui datent de 2013. On n'a pas de statistiques très récentes. Alors, je vais voir un petit peu. Maintenant, on va passer à la situation sociolinguistique en Algérie. On a ces deux, donc, gros paquets, l'arabe algérien avec ses différentes variantes. On a les amazirs, les parlers amazirs avec ses diverses variétés. Maintenant, on va voir comment se fait là, donc tout ça, quelle est la situation sociolinguistique en Algérie. Et donc, on voit très bien qu'elle est caractérisée, cette situation, à la fois par la diglossie, par le bilinguisme, par l'hybridation ou le métissage, par la polyglossie et par l'hétéroglossie. Pour le dernier, l'hétéroglossie, je préfère prendre la définition de Mikhail Bakhtin un peu plus tard dans mon exposé. Pour le moment, parce que l'hétéroglossie existe dans le tissu sociolinguistique algérien. Et je voudrais la laisser en dernier pour pouvoir un peu la mettre en évidence dans les situations scolaires, si vous voulez. Alors, donc, la situation donc, de diglossie, elle se fait entre les deux langues écrites, à savoir l'arabe scolaire. L'arabe scolaire, donc, c'est l'arabe de l'enseignement. Hein, c'est l'arabe, ce n'est pas l'arabe algérien, c'est l'arabe
qu'on appelle arabe standard. C'est un peu l'arabe moderne, qui dérive en quelque sorte ou qui vient de l'arabe classique ou l'arabe littéraire. Donc, il y a une diglossie entre l'arabe scolaire, l'arabe de l'enseignement, et l'arabe algérien. Et aussi, il y a une diglossie entre l'arabe scolaire toujours et le tamazight. Pourquoi? Parce que les statuts sociopolitiques ne sont pas les mêmes. On verra les fonctions qui sont attribuées à l'un et à l'autre. Le bilinguisme se fait plutôt entre les deux langues de l'école, qui sont l'arabe scolaire et le français. L'hybridation linguistique et la polyglossie, c'est le fait que dans les échanges, dans les aspects langagiers, les Algériens métissent leur discussion, leur échange. Donc, vous pouvez trouver entre deux personnes, un groupe de personnes qui échangent, qui dialoguent. On commence par peut-être un mot en arabe algérien. Le mot qui suit, c'est en français. Et puis un autre qui est en anglais, un autre pour le moment l'anglais, j'en ai pas, je parlerai un peu plus tard, mais en tout cas, il y a une hybridation dans les échanges et les pratiques langagières. La polyglossie, pour la simple raison, parce qu'il y a présence de plusieurs langues à la fois. Que ce soit maintenant dans l'écrit, quand on écrit par exemple des textos, on peut écrire en caractère latin et le sens est en arabe. Le sens, pas le sens d'écriture, mais le contenu veut dire en arabe. Par exemple, si je me prends beaucoup de jeunes, quand ils écrivent à leurs parents, eh bien, ils écrivent avec le caractère latin, mais en disant j'arrive tout à l'heure, mais en fait, ils disent j'arrive à telle heure ou je n'arrive pas ce soir, je mange chez des amis. Eh bien, ils vont le dire en arabe, le contenu, le sens est en arabe, donc le sens, le contenu, mais avec l'alphabet, avec le caractère latin. Alors, donc, j'avais dit l'hétéroglossie, je la laisse pour un peu plus tard. Donc, si on regarde tout ça, cette situation sociolinguistique en Algérie, de diglossie, de bilinguisme, d'hybridation, de métissage et de polyglossie, on peut dire que c'est un produit de l'Algérie, donc cette situation est produit de cette histoire, de notre histoire. Donc la carte, si on regarde tout ça, la carte linguistique de l'Algérie, à travers la cohabitation de ces langues, reflète à la fois de la complexité et de la richesse. Parce que alors nous entendons par richesse un certain dynamisme, parce qu'il y a un mouvement dans la façon de parler, dans ce métissage, une certaine vivification. Donc, les jeunes ou les moins jeunes se mettent maintenant à mélanger, à métisser entre les langues dans une discussion, dans un échange, qu'il soit oral ou qu'il soit écrit pour échanger dans la vie de tous les jours. Donc, cette richesse, elle se manifeste par un dynamisme, une vivification de ces pratiques langagières. En revanche, la complexité, elle va mettre en contraste l'altérité, le contraste, la tension entre nombre de ces langues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va voir un petit peu une tension entre, par exemple, si on prend des locuteurs arabophones, ils vont plus quand ils échangent avec d'autres locuteurs qui ne sont pas forcément arabophones, il va avoir un peu vouloir parler plus à l'arabe algérien que le reste. Et à l'inverse, on va voir, et donc là, on a une altérité ou un contraste entre ces, et même des tensions dans vouloir parler plus une langue plus que l'autre, ou la mettre plus en évidence en altérité. Voilà en ce qui concerne un petit peu la situation socio-linguistique. Maintenant, je vais rentrer dans la législation linguistique. Pardon, je suis allée plus loin. Donc, on a les langues qui sont autorisées à l'école, donc les statuts des langues en quelque sorte. On a donc l'arabe standard, qui est l'arabe de l'école, l'arabe de l'enseignement. Cette langue, donc, elle est langue nationale depuis octobre 1962. Pourquoi 19 octobre? Parce que c'était la première rentrée scolaire
en Algérie après l'indépendance de l'Algérie, donc l'Algérie indépendante. Et je suis fière que mon feu père fut un des premiers pionniers de l'école algérienne et qui a donc inauguré cette rentrée scolaire en octobre 1962. Donc l'arabe standard, c'est l'arabe, donc c'est une langue nationale. Elle est aussi langue officielle depuis donc l'indépendance de l'Algérie. Le tamazirt est devenu langue nationale depuis 2002 et langue officielle depuis 2016. Donc, l'arabe algérien, vous voyez que j'ai marqué non, non. Donc là, il n'a aucun statut juridique, l'arabe algérien, qui est la langue de la majorité des Algériens. Le français est considéré très présent dans la société algérienne, même il s'est étendu depuis l'indépendance, contrairement à ce qu'on pensait que l'indépendance marquait la fin de quelque chose, peut-être la fin de la présence d'une puissance coloniale, mais en revanche, la langue française, elle s'est davantage étendue après l'indépendance. Nous allons le voir dans le volet éducation. Donc, c'est la première langue étrangère, mais elle est la première. C'est une langue seconde, on peut le dire, c'est une langue seconde pour les Algériens. L'anglais, deuxième langue étrangère, mais depuis 2022, septembre 2022, pardon, depuis septembre 2022, tout à fait, l'anglais est enseigné à l'école primaire à la troisième année du primaire au même, au même temps que le français. Donc, les élèves de troisième année du primaire, qui est l'équivalent du CE2 en France, commencent à la fois le français et l'anglais. Cependant, le français, il est enseigné à l'école primaire depuis très, très longtemps, en troisième année du primaire. Hein. Donc, c'est l'anglais qui vient et qui, en quelque sorte, rattrape en tant que langue étrangère qui se met en ex-aequo avec la langue française, donc ex-aequo première langue étrangère aussi. Voilà en ce qui concerne la législation linguistique. Alors maintenant, on va regarder un petit peu quelques articles et lois de la Constitution algérienne des langues en éducation. Donc, dans l'article 33, loi du 23 janvier 2008, l'enseignement, donc cet article, il dit l'enseignement est dispensé en langue arabe à tous les niveaux d'éducation, aussi bien dans les établissements publics que dans les établissements privés d'éducation et d'enseignement. L'article 59 vient un petit peu préciser l'article 33 en disant l'enseignement est dispensé en langue arabe dans les établissements privés d'éducation à tous les niveaux et dans toutes les disciplines. Donc, vous voyez, l'article 59 vient appuyer cette chose-là pour la simple raison que les établissements privés, c'est une parenthèse, mais j'en profite pour la dire maintenant et je dirai un peu plus tard dans la suite, dans l'avancée de mon intervention. Beaucoup, ou presque, si ce n'est pas la majorité, des établissements privés enseignaient en français. Donc, ils recréaient une école parallèle en quelque sorte, mais qui donnait plus de chance aux élèves pour le supérieur de choisir les voies royales, j'allais dire, dans le sens, les spécialités qui étaient prometteuses. Et donc, l'article 79 vient pour un petit peu freiner cet enseignement dans les établissements privés qui se fait en langue française. Voilà, en ce qui concerne les quelques articles qui nous concernent. J'ai cité ces deux articles parce qu'ils vont nous concerner dans la suite de notre contenu. Donc ici, on a dit, voilà les deux lois que j'ai citées. Maintenant, on va voir les langues dans l'enseignement des mathématiques. Donc, on a trois grandes périodes qui caractérisent l'enseignement des mathématiques dans l'Algérie indépendante. On va avoir trois grandes périodes. Donc, la période qui commence de 62 à 89, grosso modo. Dans celle-ci, il y a à peu près deux sous-périodes, je les dirai tout à l'heure. La période 2
Donc de 89 à 2007, et la période 3, c'est de 2008 jusqu'à maintenant. Alors la période 1, c'est quoi exactement? Alors, donc, à l'instar de l'enseignement des sciences, sciences physiques, sciences de la vie et de la terre, sciences techniques, l'enseignement des mathématiques était dispensé en deux langues, mais en mode unilingue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux différents enseignements. Euh, il y a des classes qu'on appelle bilingues, qu'on appelait bilingues, donc les classes, les matières scientifiques, donc s'enseignaient en français, étaient dispensées en langue française. Les langues littéraires étaient disposées en langue arabe. Et donc, c'est ça le mode unilingue, c'est-à-dire les matières scientifiques, c'était en français et rien qu'en français. En revanche, il y a les classes qui s'appelaient classes arabisées, où les matières scientifiques, les disciplines scientifiques s'enseignaient en arabe et les matières littéraires s'enseignaient aussi en arabe. Voilà à peu près, grosso modo, la période de 62 à 88. Alors, il faut 88, 89 plutôt, hein, donc j'ai 89. Et donc, ce que je pourrais dire à propos de cette période, c'est que il se trouve que l'arabisation donc avait commencé dans les années soit vers les 67 comme ça, mais elle a abouti un peu plus tard. Et donc, les classes dites bilingues étaient beaucoup en proportion, beaucoup plus nombreuses que les classes dites arabisées. La chose s'inverse au fur et à mesure qu'on arrive vers les années 80, fin 80. Voilà, en ce qui concerne la période 1. Je vais vous présenter deux sujets de baccalauréat de cette période-là. Euh, un sujet donc en français, puisque les mathématiques sont enseignées en français dans cette période, et un extrait. C'est un extrait d'un baccalauréat qu'un collègue que je remercie énormément donc, qui me l'a envoyé, c'est son baccalauréat à lui, et un autre extrait d'un baccalauréat euh, en arabe, tout à fait en arabe. Voici le baccalauréat, donc un extrait de baccalauréat de 1982. Donc, vous voyez, c'est manuscrit, hein, c'était le bac pour la série mathématique, c'est ce qu'on appelait autrefois maths-C, mathélem ou maths-C. Donc voilà un exercice, le premier exercice donné au baccalauréat de 1982, session donc, durée 4 heures. Et voilà comment on présentait les choses. Ça, en français, c'est écrit comme on écrit ici en France, donc toutes les lettres, le texte, etc. Ça, c'est pour les classes dites bilingues, donc qui recevaient les cours de mathématiques, des sciences en général, et en l'occurrence des mathématiques en français. Voici un extrait d'un baccalauréat de la même période à peu près, 92, hein, je n'ai pas trouvé 82, mais on est toujours dans la période où c'était encore de l'arabe, tout en arabe. Attendez voir, c'est bien celui-là. Oui. Donc, pareil, c'est le baccalauréat pour la classe, la série maths et maths techniques. Donc, c'est le bac C, maths LM, comme on disait. Il est écrit en arabe, vous voyez ici. Donc, l'exercice commence de droite à gauche, on écrit en arabe. Et tout est écrit en arabe. Il y a le X qui est remplacé par une lettre de l'alphabet arabe qui s'appelle sin ici, c'est le X et le Y. Le alpha, le caractère grec, donc tout ce qui est, sont toujours restés en caractère grec, hein, donc alpha, bêta, gamma et tout ça. Donc voilà l'exercice. Je ne sais pas si vous voyez le petit point que je montre là. Voilà pour la Oui, première on le voit période. très bien. Voilà, attendez voir, je pense que je suis allée avec un sujet un peu plus. Je regarde un petit peu si j'ai bien mis le sujet. Oui, oui, c'est bien celui-là. Alors, donc, je passe à la période 2. Je ne la vois pas, la période 2 dans mes diapositives. La période 2. Attendez voir. Je crois qu'il y a quelque chose que je ne trouve pas qui a sauté dans mes diapos. La période 2. La période 2. Attendez voir, je regarde.
Là, je suis dans la période 3. Je ne vois pas pourquoi. La période 2, je ne la vois pas du tout. Période 1, je suis désolée, je passe à la période 3. Je pense qu'il y a une diapo qui a sauté. La période 2, je vais essayer de la faire orale. Je suis désolée, pourtant j'avais vérifié tout à l'heure les différentes périodes. La période 2, c'est la période de la généralisation de l'arabisation et elle va de 89 à 2007. Attendez, j'enlève celle-là pour qu'on puisse. Je vais vous la lire, mais je vais l'introduire plus tard, Christian, si tu veux bien. Donc, c'est la période 2, c'est la période qui commence de 89 à 2007. Cette période, donc, suite à la généralisation de l'arabisation dans les établissements publics ainsi que dans les établissements privés d'éducation, donc, on a un seul et unique sujet qui se présente comme celui que vous avez sous vos yeux de la période 1. Exactement, tout en arabe. Voilà la période 2, tout était écrit en arabe. Alors, je passe à la période 3. Période 3, c'est de 2008 jusqu'à maintenant. Elle porte le nom, donc il y a une réforme qui a eu lieu en 2003. Et la réforme, elle dit quoi? Elle dit un texte mathématique s'écrit et se lit de gauche à droite pour les formules, les relations et les égalités à partir de symboles issus du répertoire alphabétique latin prononcés en français, et de droite à gauche pour les consignes et les hypothèses à partir de la langue d'enseignement qui est l'arabe standard. Voilà cette réforme. Au fait, à partir de cette période-là, on n'a plus un enseignement uniquement en arabe, mais on a ce mélange entre les expressions mathématiques écrites, donc l'écriture symbolique qui s'écrit de gauche à droite, et l'écriture donc de la langue qui s'écrit de droite à gauche. Et quand on lit et on écrit, au fait, on avance de droite à gauche et de gauche à droite et on se rencontre quelque part au milieu de la ligne. Donc, voici un sujet. Ah, voilà. Donc, j'ai interverti. C'est pas grave. Je passe à la troisième période. Voici un sujet de baccalauréat de 2008. Donc, cette réforme, elle a abouti en 2008. Donc, elle a commencé en 2003 et le premier baccalauréat a eu lieu en 2008. Voilà à quoi ressemble un sujet de mathématiques donc avec cette écriture, cette bilatéralité. Donc, vous voyez ici dans l'exercice, le premier exercice, là on a une écriture qui est la première, le petit 1. Donc on dit, je vais le traduire juste la première phrase, hein, je ne traduis pas tout. Donc on dit résout dans l'ensemble dans l'ensemble des nombres complexes, c'est l'équation suivante. L'équation, et puis l'équation, elle est écrite z au carré, donc elle s'écrit de gauche à droite, z au carré moins 1, donc un facteur 1 plus 2i facteur de z moins 1 plus i est égal à 0. Alors que la phrase, elle commence au petit 1, à droite, résout dans l'ensemble des nombres complexes, c'est l'équation. Voilà le premier sujet donc, de baccalauréat proposé aux élèves algériens en 2008. Et donc, il faut juste rappeler que cette réforme, elle a touché tous les niveaux scolaires. Alors, nos collègues tunisiens nous ont parlé de cette réforme qui est exactement comme celle dont je viens de parler. En revanche, elle n'est proposée dans l'école tunisienne, selon nos collègues tunisiens, qu'au collège, en 7e année, c'est-à-dire la première année du collège. Eh bien, en Algérie, cette réforme, elle a touché tous les niveaux. Donc, le primaire, le collège et le lycée. Tout se fait avec ce mélange, donc cette présence de la langue d'enseignement qui est l'arabe, qui s'écrit de droite à gauche, et de cette écriture symbolique qui s'écrit de gauche à droite et qui se prononce en français. Parce que lorsqu'on parle de X et de Y, on ne dit pas X et Y, on dit X et Y. Donc, la langue française est présente dans l'enseignement des mathématiques de cette période.
Bien, maintenant, dans cette diapositive, je montre un peu l'organisation locale d'un texte mathématique. Donc, tout à l'heure, j'ai montré globalement un exercice du bac de 2008. Là, j'ai pris un autre exercice, une partie d'un exercice d'un bac de 2018, celui-là, et j'essaie de montrer un petit peu cette bilatéralité dans l'énoncé, dans le prononcé et dans l'écriture. Donc, vous voyez, donc j'ai marqué exercice 1, j'ai fait la traduction pour celui-là, hein, comme ça on aura un exemple explicite de cette situation problématique de bilatéralité. Donc, l'exercice, il dit quoi? Donc, je montre ici, on nous dit UN, la suite UN, regardez, elle est écrite, la flèche, donc on l'écrit de gauche à droite. Juste après, on dit est une suite définie, je l'ai traduite ici, hein. UN est une suite définie sur l'ensemble des nombres entiers n comme suit. Donc ici, tout ce qui est écrit en arabe, et vous voyez la flèche bleue là, qui va de droite à gauche jusque là. Après, on va dire l'ensemble des entiers naturels n, mais il est écrit donc en français ou en lettres latines, donc on l'écrit de gauche à droite. Et après on écrit en arabe, on dit kamayali, ça veut dire tel que. Tel que, donc on va la définir la suite. Elle est là, la suite. Donc on repart le U0, le terme U0, qui vaut 5 quarts, on l'écrit donc U0, on va ici, on ne va pas au début de la phrase, de la ligne, on va ici, on laisse la place pour marquer U0 égale 5 quarts, et donc là, on l'écrit de gauche à droite, pour tout, wamin edge pour tout, hein, c'est comme ça que je l'ai traduite, donc wamin edge, donc de tout et pour tout nombre naturel, donc on l'écrit en arabe et on va de droite à gauche, le n, deux points, et on écrit ici, on revient ici au milieu de la ligne. Si vous voyez, vous regardez toute la ligne, hein, de droite à gauche ou de gauche à droite, on va la regarder cette ligne dans les deux sens pour voir quelque chose qui pourrait être un peu bizarre. Alors, la suite, donc on a écrit l'expression de la suite UN, telle que UN plus 1 est égal à 2 moins. Je suis dans la phrase écrite en arabe, hein, pas dans la traduction qui est plus bas. Donc, vous voyez, on a marqué UN plus 1 est égal à 2 moins facteur, donc on ouvre UN moins 2 au carré, et on a mis un point juste après UN plus 1. Normalement, le point, on le met à la fin de l'expression. On la met ici parce que la phrase commence de droite à gauche. Et donc, ici, on a mis un point parce qu'on est allé du terme initial U0 jusqu'à l'expression de récurrence de UN, là, de UN plus 1, on a mis un point. Et on repart avec une autre phrase. Soit la fonction, ça c'est écrit en arabe, soit la fonction, donc c'est écrit de droite à gauche, la fonction qui s'appelle f, on va la prononcer f, définie sur l'intervalle 0,3, et l'intervalle 0,3, on l'écrit de gauche à droite, tel que. Voilà les deux, j'ai écrit, c'est un exercice qui fait donc une demi-page, je voulais juste montrer cette difficulté d'écriture et de lecture et de prononciation aussi, où on est à la fois, on va à gauche, à droite, et on avance. Il faut avoir pensé à laisser la place qu'il faut pour pouvoir écrire l'expression, par exemple, de cette suite-là, récurrente, entièrement. Mais nos collègues en Algérie nous ont dit que au début de la mise en place de cette réforme, eh ben, il effaçait le tableau plusieurs fois parce qu'ils n'avaient pas laissé la place nécessaire, ils n'avaient pas l'habitude d'aller écrire de droite à gauche et de gauche à droite. Et donc, effectivement, passer beaucoup de temps à effacer la ligne, donc écrire, refaire, pour pouvoir après estimer la longueur de l'expression et de ne pas écrire sur la partie qui est déjà écrite. Donc, pour ne pas chevaucher en quelque sorte l'écriture. Voilà un peu pour l'organisation locale d'un texte mathématique. Alors, donc, je vais parler un petit peu de l'enseignement supérieur. Quant à l'enseignement supérieur, les universités n'ont pas suivi la réforme concernant l'arabisation. Donc, la majeure partie des universités ont refusé
bien que l'article 33 et 59 ou 57 que j'ai énoncé tout à l'heure précise bien que ça concerne et et les, les lycéens, collégiens, enfin tout le système, l'arabisation, la deuxième partie, l'arabisation, elle a touché euh, tout, tous les niveaux. Nous ne t'entendons plus là, Safia. On n'entend pas. Mince alors, la connexion a l'air d'être coupée. Oui. Bien dommage. Je vais essayer de la contacter par un autre canal. Désolé, je vais mettre en pause l'enregistrement. Allons-y. Oui, donc je disais que les enseignants de l'université, les universitaires, les professeurs donc, ont refusé d'enseigner en arabe et donc on continue à enseigner à l'université en français. Cependant, les enseignants et les étudiants, dans leur majorité, étaient favorables pour l'introduction de l'anglais comme langue officielle dans l'enseignement supérieur. Et les deux, donc les enseignants et les étudiants, mettaient en évidence l'importance de cette langue par rapport à la possibilité de tout ce qui est documentation, tout ce qui est possibilité du futur. Et donc, l'anglais, donc en tant que langue de l'enseignement officiel, a pris place, donc s'est introduit à la rentrée universitaire 2023. J'étais pas plus qu'hier avec une collègue à l'université de Sétif, donc une collègue de professeur de mathématiques, qui me disait, je lui ai dit, comme la réforme, comme cette demande a été précipitée en quelque sorte, comme toute réforme en Algérie, et donc comment ça s'est passé? Elle m'a dit, on a suivi une formation et on écrit en anglais, le sujet est en anglais, mais quand il y a on n'arrive pas, les étudiants de première année n'arrivent pas à comprendre, donc on utilise un petit peu le français, un peu l'arabe algérien, et jusqu'à ce que les élèves s'habituent à la terminologie en anglais, et ça se passe très bien pourtant. La formation a été très aussi un peu très rapide, mais la création d'une plateforme numérique élaborée avec l'université Massachusetts Institute of Technology, donc la fameuse MIT, dans l'objectif que ces enseignants atteignent un certain niveau, qui est le niveau B2, voire C1. Donc voilà en ce qui concerne les langues dans l'enseignement sur tout le cursus, depuis tous les niveaux, du primaire jusqu'à l'université, le supérieur. Alors maintenant, je vais un petit peu présenter la partie la plus didactique et la plus qui va vers l'enseignement des mathématiques avec cette réforme dans le primaire, parce que c'est là où les difficultés, où les problématiques où sont assez présentes et assez intéressantes à interpréter, analyser et surtout à améliorer la façon d'enseigner en quelque sorte. Donc, je vais un petit peu parler de la numération en langue arabe. Donc, quand on parle de langue arabe ici, on parle de la langue de l'enseignement, l'arabe standard, puisqu'on avait dit l'arabe algérien n'est pas invité à l'école, donc n'a pas un statut juridique. Il a juste, donc, il sert à véhiculer, donc à la communication, en quelque sorte, à l'extérieur, dans la vie de tous les jours. Et donc, ici, donc, la langue arabe, en langue arabe, la numération, elle est caractérisée par l'addition, la multiplication, ainsi que par la combinaison des deux. Alors, je prends
quelques nombres à deux chiffres. Donc, on va voir la lecture et l'écriture d'un nombre à deux chiffres. J'ai pris exprès le 30 et le 34. Donc, l'écriture chiffrée, elle est connue, hein, on la voit. L'écriture littérale en arabe de l'école, donc l'arabe standard. Donc, on a, comme certains le savent, hein, nos collègues, surtout notre collègue de Béjaïa, parce que j'ai pris pour faire honneur à cette ville et à ce département des copies d'élèves de cette ville. J'ai beaucoup d'affection et puis j'ai beaucoup de connaissances dans le staff enseignant de cette ville. Et donc ici, je présente l'écriture en arabe de 34. Alors l'écriture, j'ai donné un peu la composition, comment on lit, comment on écrit un nombre à deux chiffres en arabe, donc la numération en quelque sorte. La lecture d'un nombre à deux chiffres se forme avec le nom de la dizaine seule. Si le chiffre de l'unité est 0, donc il se forme avec donc, le nom de la dizaine. Ici, la dizaine, c'est 33, 30. Donc, simplement, il n'y a pas de... Lorsque le chiffre des unités est 0. Sinon, il se forme en débutant par le chiffre de l'unité, suivi par la conjonction de coordination et wa en arabe, à caractère additif, puis par le nom de la dizaine. Donc, pour le 34, vous voyez très bien qu'il s'écrit en arabe, écriture littérale, de droite à gauche, mais on écrit d'abord arba'a, qui veut dire 4. Wa, c'est le et thalathoun, c'est les 30. Donc, on a un caractère additif. Le et, c'est le plus. Voilà en ce qui concerne le nombre, un nombre à deux chiffres. Donc, on va regarder un nombre à deux chiffres. D'abord, avant de regarder un nombre à trois chiffres en arabe, j'ai présenté un petit peu comment nous voyons, nous lisons. Donc, par exemple, si on était en France et on demande à nos élèves à l'école primaire du CE2, CE1, je pense qu'ils commencent à faire ce genre d'exercice. Écriture donc littérale, 344. J'ai exprès pris ici 300 avec les unités qui sont différentes. L'unité est différente de 0, la dizaine est différente de 0, exprès pour voir un petit peu les différentes pour voir les caractères existants dans ce nombre. Donc, on a la combinaison. Donc, quand on lit, normalement, on dit 344 et en France. Et donc, si on lit de gauche à droite, 344, il y a le 3, donc le coefficient multiplicateur, 3, on entend 100 puisqu'on dit 300, 40 et puis le 4. Donc, on a un caractère multiplicatif, le 3 fois 100. Quand on dit 300, c'est 3 fois 100 plus les 40, plus les 4. Voilà comment on décompose ici, nous, 344. Je vais présenter comment cette lecture et cette décomposition se fait en langue arabe de l'école pour les élèves, pour les apprenants algériens. Pareil, je trouve. Voilà, encore, je trouve pas l'autre, c'est pas possible. Elle est là. Elle est là, oui. Voilà. Donc, si vous regardez ce tableau, on a l'écriture chiffrée. Donc, j'ai pris trois nombres à trois chiffres et vous avez remarqué que j'ai pris 300 avec l'unité et la dizaine pour le nombre 300 sont nuls. Donc, il n'y a pas de. La dizaine, elle vaut, je veux dire, c'est 0, c'est le chiffre 0 et l'unité, pareil. J'ai pris en deuxième paquet le deuxième nombre 300, mais j'ai mis le chiffre des dizaines qui vaut 4 ici. En tout cas, il est différent de 0. Et dans le troisième nombre, j'ai pris 344 que j'ai pris tout à l'heure, là, exprès. Je l'ai pris pour pouvoir un peu comparer. Et là, l'unité vaut 4, la dizaine vaut 4 et la centaine vaut 3. Donc, quand on lit en arabe, donc l'écriture littérale, on dit je ne suis pas arabophone, je veux dire, je suis arabophone, mais je n'ai pas fait les maths en arabe, donc je vais peut-être ne pas prononcer comme il se doit. Donc, thalathu, c'est 3, en bas, vous voyez, mea, c'est 100, wa, c'est et, c'est la conjonction de coordination, arba'atun, 4, wa, encore la conjonction de coordination, arba'un, 40.
Si vous voyez ici, j'ai pris celui-là, mais je vais voir les autres nombres aussi. Ici, on a donc une combinaison des deux caractères, le caractère additif et le caractère multiplicatif, euh, avec la conjonction à deux endroits. Et on a l'unité en Algérie, en langue arabe, pardon, on a le système inversé, c'est-à-dire entre les unités et les dizaines. Je pense que les systèmes inversés en Allemagne, me semble-t-il, et en Néerlande, là, enfin, les Néerlandais aussi, ils adoptent ce système-là de inversé. Donc ici, on va le 3, 100 et 4, donc on commence par l'unité, alors que ici, on avait quand même commencé par 40 et ensuite 4. Ici, on a commencé par 4 et 40 en arabe. Voilà, ça c'est pour 344. On va voir pourquoi je donne ces exemples-là, parce qu'on va regarder les productions des élèves et on est en plein dedans par rapport à ces difficultés de latéralité entre l'écriture chiffrée et l'écriture littérale. Pour 340, vous l'avez compris, j'ai pris l'exemple le plus complexe avec ces différentes choses. Là, l'unité est nulle, donc on n'aura qu'une seule conjonction de coordination. Et pour 300, on n'a pas de conjonction de coordination, puisqu'il s'agit d'un coefficient multiplicateur multiplié par le paquet de 100, par 100, donc le terme 100. Voilà, donc au fait, j'avais un petit peu essayé d'expliquer, hein, c'est moi qui ai fait cette petite définition ou description plutôt, comment on le lit. J'avais dit la lecture d'un nombre à trois chiffres se forme en posant le chiffre multiplicateur avant le terme 100. Et ça, c'est lorsque les chiffres des unités et des dizaines dont leur valeur est zéro. Si par contre on a le chiffre des dizaines qui est différent de zéro, et en revanche le chiffre des unités est zéro, c'est comme le cas de 340, eh bien, alors il est suivi par la conjonction de coordination. C'est celle-ci dont on a parlé, le y ici, le et. Donc on écrit 300 et 40. Donc c'est ce que je décris, pardon, c'est ce que je suis en train de décrire dans ce descriptif sous forme un petit peu de présentation de cette numération d'un nombre à trois chiffres. Maintenant, si le nombre de trois chiffres dont les unités et les dizaines sont différentes de 0, on aura deux conjonctions de coordination. Le et se trouve dans deux endroits lorsqu'on a écrit les 300 et lorsque, donc entre les 300 et le chiffre des unités 4, et puis après entre le chiffre des unités 4 et les chiffres des dizaines qui est 40. Voilà un petit peu comment ça se présente, la lecture et l'écriture d'un nombre à trois chiffres en langue arabe scolaire, bien sûr. Voilà. Donc maintenant, à partir de ce moment-là, donc, je vais présenter quelques productions d'élèves de CE1 du département donc 06, hein, du département de Béjaïa. Donc notre collègue, elle va voir que chaque fois je prends un petit peu je contacte des collègues, des inspecteurs d'une région ou d'une autre pour un petit peu voir un peu étaler mes recherches sur un peu une partie du territoire algérien et voir un peu ce qui se fait, ce qui se passe et comment les élèves regardent ces travaux et comment les enseignants travaillent cette notion ou ces notions que j'aborde. Eh bien, ici, j'ai pris un exercice d'un contrôle. J'ai une trentaine de copies d'élèves, de production d'élèves, où l'exercice, il dit écrit les nombres suivants en chiffres ou en lettres. En lettres ou en chiffres, pardon. Moi, j'ai pris que le passage de l'écriture littérale vers l'écriture chiffrée. Je n'ai pas pris la première partie de l'exercice volontairement, je la travaillerai une autre fois. Mais pour ce qui nous concerne dans notre difficulté ou problématique de latéralité, c'est cette partie-là qui va mettre en évidence cette problématique. Donc, il est demandé
d'écrire le nombre 450. En arabe, c'est écrit arba'umi'a wa khamsoun. Arba'u, c'est 4, mi'a, c'est 100, wa, c'est la conjonction de coordination, khamsoun, c'est 50. Voilà comment Amir, il s'appelle Amir, j'avais gardé les noms des copies. Amir, il a écrit 450. Au fait, ce qu'il a écrit n'est pas faux, mais c'est une forme décomposée du nombre. Il a lu en arabe en commençant par arba'umi'a. Arba'umi'a veut dire 400. Il a respecté la latéralité parce qu'il a écrit de gauche à droite son nombre, mais il l'a écrit sous forme décomposée. Arba'umi'a. Il a lu l'écriture littérale et il a rajouté 50 wa khamsoun. Il ne savait pas, il n'a pas mis wa, la conjonction, c'est normal, il est en train d'écrire en chiffres 50. Regardez pour tis'umi'a. Tis'umi'a veut dire tis'u, c'est 9, mais a, c'est 100. Il a écrit juste parce qu'il l'a lu juste. Et vous voyez que la situation précédente, quand je montrais que le nombre, lorsque dans les chiffres des unités des dizaines sont zéro, hein, donc ont pour valeur zéro, eh bien, nos élèves réussissent bien. Il a réussi la latéralité. L'arabe s'écrit de droite à gauche, donc tis'umi'a, mais quand il est passé à l'écriture chiffrée, il a écrit correctement 900. Ça, c'est la copie d'un élève. Donc, on est en CE2, là, j'ai des cycles 1. La deuxième copie, c'est la copie de... Alors, c'est Ikram. Ikram, c'est un nom mixte. Je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, mais c'est un prénom mixte. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Ikram? Ou il? Arba'umi'a, 4. Elle a mis 4 parce qu'elle a lu. Elle a lu de droite à gauche le nombre littéral, écrit en écriture littérale. Elle a mis 4. Mais pour elle, il y a 2 chiffres après. Et bien, ça fait 4. Et ça fait les centaines. Ou khamsoun, 50. Elle a mis 50, 5, 0. Pour elle, elle a écrit dans le sens de l'écriture littérale. 4,50. Pour tis'umi'a, 900, vous voyez, pour 900, c'est beaucoup plus simple. Elle l'a écrit, elle n'a pas respecté la latéralité, certes, c'est dans le sens d'écrire le chiffre de gauche à droite. On voit que Amir, là, la première copie, il a respecté la latéralité. Pour 900, elle a écrit juste Ikram 900, et c'est cohérent, c'est la forme décomposée. Alors, je passe à notre élève. Alors, il s'appelle comment notre élève? C'est Zaina, c'est une fille. Zaina, elle a écrit Arba'umi'a wa khamsoun. Elle a respecté, si vous voulez, on ne regarde pas le 5, on regarde 400. Elle a respecté la latéralité, donc l'écriture chiffrée, c'est de gauche à droite, même si elle a lu l'écriture littérale de droite à gauche. Elle a mis 400. Donc, c'est la latéralité donc, est correcte, mais elle l'a présentée sous forme décomposée. Par contre, elle ne savait pas où mettre 50. Elle ne savait pas s'il fallait l'écrire à gauche ou à droite. Donc, elle l'a placé ici, en pensant que c'est mieux de le placer ici. Je ne suis pas... Voilà, c'est mon analyse. Hein. Donc, elle a bien commencé, elle a bien démarré, mais elle n'a pas fini correctement l'écriture de son nom. Pour tis'umi'a, pour 900, vous voyez que sur les 3 élèves qu'on a vus, 2 l'ont écrit correctement, 900. Je veux dire, la latéralité était respectée, 900, sous forme décomposée, mais c'est juste, hein, même si l'enseignante, elle a marqué faux, hein, parce qu'elle n'a pas peut-être... voilà, donc nous, on est des chercheurs, on essaie de comprendre pourquoi est-ce que l'élève a écrit comme ça. Et du coup, sur les 3 élèves qu'on a vus, les 3 900 écrits en chiffres sont pratiquement corrects. 900, 9 et 100. Et puis ici, elle a écrit 900. De gauche, la latéralité était respectée. Je passe à l'élève. Alors, l'élève Mohamed. Mohamed, il a écrit 400 et 5 après. Donc, il a écrit... Vous voyez comment? Parce qu'il a lu, il l'a écrit comme il l'a lu.
Donc, de droite à gauche, 400 pour lui, 4, parce qu'on a commencé par 4, après 100, mais A, il a mis les deux zéros pour que ça fasse 400, même si ça ne fait pas 400 comme ça. Mais si on regarde de l'autre côté de la feuille, si on avait un miroir, ça ferait 400 quand même. Pour Khamsoun, il a écrit 5, je suppose, je ne sais pas, j'essaie de comprendre que comme il y a un zéro de 400, il a écrit 5 puis 0, donc vous voyez un peu comment. Et Tisroméa, il l'a fait aussi un peu juste. Après, la latéralité n'est pas respectée. Je passe à la dernière copie qui m'a interpellée. Donc, l'élève Hadil, c'est une fille, Hadil. Vous voyez, elle a écrit 4, 0, 5. Parce que pour elle, c'est un nombre à trois chiffres. Et donc, elle a mis 4, 0, 5. Donc, on peut lire 400 avec le 5 si le 5 était, et 50 dans l'autre sens. Donc, elle a mélangé l'écriture en commençant en écrivant en arabe de droite à gauche pour les 40. Avec le 5, ça forme 400 parce qu'on est en trois chiffres. Et pour le 50, elle a écrit dans l'autre sens 50. Donc, elle a contracté en quelque sorte le 0 qui est au milieu. Il est pour les 400, il est pour le 50. Mais pour le 900, on voit qu'elle a écrit dans les deux sens aussi. Donc, elle se dit, comme ça, l'enseignante va dire, bon, elle lit de gauche à droite ou de gauche à droite, elle a ses 900, même si les zéros sont devant le 9 si on part de droite à gauche. Voilà à peu près ce que j'ai recueilli. J'ai une trentaine de copies d'élèves. J'avais présenté celle-là qui me semblait un peu euh, qui mettent en évidence cette difficulté de latéralité. Les autres copies, je les ai regardées toutes, et bien sûr, il y a un peu de tout. Il y a celles qui ressemblent à celle-là, il y a d'autres qui ne ressemblent pas. Il y a une copie qui m'a interpellée, que malheureusement, j'ai pas pu mettre ici, où l'élève elle a regardé la première partie de l'exercice. La première partie, donc l'exercice dit écrire donc le nombre suivant qui est donné en chiffres, l'écrire en lettres. Et qu'est-ce que l'a fait cet élève? J'aurais voulu avoir la copie, mais j'ai pas pu. Voilà. Euh, Elle a pris le 620, elle l'a placé dans l'encadré à gauche, pardon, et elle essayait de faire une translation entre le 620 et le 640 pour après pouvoir écrire 640 correctement. Elle n'y est pas arrivée, mais l'idée était là. Elle avait l'idée. Donc, elle a pris 620, elle l'a mis dans l'encadré de gauche et elle voulait certainement le lire en disant 6, ça correspond ici à 4 euh, et 20 à 50. Et elle n'a pas continué son exercice. C'est pour ça que je ne l'ai pas au fait privilégié, mais l'idée me semblait très, très ingénieuse qu'elle ait pu en profiter de la première partie de l'exercice. Donc, conclusion, au vu de ces résultats, nous pouvons dire que le passage de l'écriture littérale à l'écriture chiffrée d'un nombre à trois chiffres peut être à la fois source d'inspiration et source d'altérité. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit au début, je laisse la définition que Mikhail Bakhtin donne à propos de la source d'altérité, de toutes ces choses-là. Mikhail Bakhtin qualifie le rôle de l'altérité comme étant fondamental car selon lui, la présence de la différence, la relation et l'interaction entre ces différences implique plus qu'une perspective à la fois. Le dialogue, il poursuit, Bakhtin, il dit le dialogue naît entre les langues, les discours, les énoncés ou les voix. Et c'est ce qui rend le sens possible. Donc, pour ce qui nous concerne, nous, dans ce travail, et pour mieux comprendre comment interviennent ces différentes écritures, comment s'organisent-elles dans leurs différences, dans leur interaction et dans leur rapport aux élèves, il faut rentrer en classe de mathématiques. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Safia, pour cet exposé très intéressant et vraiment très complet. Euh, il y avait quelques questions qui ont surgi dans le chat. Bon, en particulier, déjà, est-ce que tu pourrais donner tes sources Oui, dans... oui, pardon. J'ai mis donc une référence bibliographique Super. avec quelques sources en ligne.
J'en ai beaucoup d'autres que j'ai pas mis ici. Il n'y a pas de souci, je peux leur donner éventuellement plus de sources et puis ceux aussi du ministère et voilà, par rapport aux articles de la Constitution, par rapport bon, les sujets des élèves, j'avais dit que ça vient du département 06, donc département de Béjaïa. Pour ce qui est donc du terme bilatéral, ça vient, donc c'est un terme que notre collègue Abdel Jawed Mahdi, là, c'est lui qui l'a inventé en quelque sorte. Moi, j'avais parlé de double latéralité, donc je l'ai emprunté à Mahdi Abdel Jawed. Après, voilà, je pense qu'on trouvera davantage de choses sur la linguistique la sociolinguistique et les langues des Algériens dans les écrits en particulier du professeur Ibrahim Taleb Khaoula, qui est professeur émérite à la fac d'Alger. Elle est didacticienne des langues, me semble-t-il, et elle a écrit énormément sur le sujet. Elle est spécialiste du sujet. Donc, voilà en ce qui concerne mes sources d'une manière, si vous voulez, c'est plus pour le plurilinguisme et pour le métissage ou l'aspect langagier des Algériens que j'ai puisé l'ensemble j'ai basé mon intervention sur les écrits de Taleb Ibrahimi, mais j'en ai lu plusieurs, hein, énormément d'auteurs, de jeunes auteurs, même des mémoires de master maintenant sur les langues et tout ça. Beaucoup de jeunes Algériens se penchent sur la question parce que c'est une grande question qu'est le plurilinguisme ou l'hybridation linguistique dans l'espace algérien. Très bien, merci. Il y a eu aussi des questions sur les différences, par exemple avec l'allemand, Oui, avec l'absence et le français même, parce que donc en français aussi, on a de temps en temps des conjonctions de coordination et, donc par exemple, on dit 50 et un, par oui. exemple. Et après, on la laisse tomber, on n'est pas du tout constant là-dedans. La question aussi des petits nombres, les nombres qui sont entre 10 et 20, est-ce que... Oui, oui, tout à fait. J'ai pas présenté ces nombres parce que j'ai préféré, mais je vais en parler bien sûr. Pourquoi est-ce que j'ai présenté les nombres à deux chiffres et trois chiffres? Parce que j'allais m'appuyer sur les copies, l'analyse des productions d'élèves. Les chiffres, justement, de 10 à 19, de 10 à 19, on commence par les unités, on dit 11, 12. Donc on fait toujours l'unité. Et après, je parle de l'arabe, la numération dans l'arabe standard, dans l'arabe de l'école. Donc on dit 13, 14, 15. Donc le 5, l'unité avant la dizaine, jusqu'à 19. 10, 10 c'est 19. Et Hachar, Hachar, c'est la dizaine, c'est la première dizaine, c'est 10. Donc, en quelque sorte, on dit 9, 10. Au fait, il n'y a pas de conjonction de coordination, on dit 10 Hachar. Et donc, les paquets les paquets par exemple, de 20, 30, 40, se terminent toujours. Ça, c'est lié à la langue arabe, c'est une langue sémétique, c'est une langue à déclinaison. Donc, selon que le nom se trouve au milieu de la phrase, ou au début ou à la fin, donc la terminaison change. Et donc, si on prend en fait un nombre, donc les 20, les 30, les paquets de dizaines, toujours, ça se termine par un. 20, 30, 40, 50. Donc, c'est le nom au singulier auquel on lui ajoute le un. En revanche, Pour la lorsque, dizaine. pardon, Pour la dizaine, quoi. Comme en pour la anglais, dizaine. 20, Oui, c'est ça, 30. exactement, exactement, comme en anglais. Et par contre, lorsqu'on part on rajoute par exemple, on dit 12, si on veut parler 12 bonbons. Allez, on va dire ça. Si on nous demande d'écrire ça en lettres,
selon que c'est une phrase qui soit dans un sujet, comment on appelle ça, sujet qui soit COD ou COI, etc., euh, eh bien, la terminaison ne se fait pas pareil, soit en ein ou en an à la fin. An, alif, nun, ou ein selon qu'il est cas sujet ou cas. Voilà. Donc, après, la déclinaison, c'est pour ça qu'on avait parlé peut-être rapidement la semaine dernière sur l'articulation des savoirs linguistiques et des savoirs disciplinaires. Donc, Très il y a bien. une imbrication des nombres dont, quand on parle, par exemple en arabe, elle est très présente. Cette imbrication, cette articulation entre les savoirs disciplinaires. On ne peut pas dire deux livres. Deux livres, si vous dites en arabe deux, c'est le chiffre deux, c'est ithnani kitab, ça ne fait pas sens en arabe. On dit kitabani ou kitabaini selon qu'on est cas direct ou indirect. Vous voyez, donc, D'accord. Oui, je comprends. voilà, c'est un peu, c'est beaucoup de notions quand on parle de, parce que c'est une langue sémitique à déclinaison, et donc, effectivement, l'écriture, elle change pour le même nombre selon qu'on est au début de la phrase ou à la fin de la phrase. Voilà. Très bien. Ahmed Djebar a mis son microphone, donc j'imagine qu'il veut intervenir. Ah, Oui, moi j'avais une remarque et une suggestion. La première remarque, c'est que comme je suis beaucoup plus vieux que la collègue, donc j'ai vécu les phénomènes qu'elle a décrits avec précision. Je les ai vécus et donc j'ai perçu des arrière-plans qu'elle ne pouvait pas exposer. Ce sont des arrière-plans qui ont été un peu le moteur, plus ou moins cafouilleux, des initiatives qui ont été prises euh, et qui ont abouti donc à des modifications dans la transcription de ce qu'on appelle les expressions mathématiques. Alors donc cet arrière-plan, il est politique et idéologique. Je voulais juste le signaler, mais ça n'enlève rien à la valeur de la conférence, bien sûr. La suggestion, donc, si vous voulez, derrière tout ça, pendant les années 70, 80, etc., 90, il y avait en arrière-plan une lutte idéologique et culturelle au niveau des décideurs. Et donc, c'est une ligne qui a triomphé d'abord, poussée par non pas des décideurs en haut lieu, mais par des activistes sur le plan idéologique et politique. Et donc, ce n'était pas une décision des tutelles, par exemple, du ministère de l'Éducation ou quoi que ce soit. La décision est venue après comme conséquence de cette pression que j'appellerais une pression sociétale. La suggestion, c'est que, en tant qu'historien des mathématiques, je suggère à la collègue de voir comment, dans une phase historique d'enseignement des mathématiques et de pratique mathématique, qui est la civilisation de l'islam, où tout était arabisé en mathématiques. Donc les mathématiques ont été arabisées complètement dès le départ, après la phase de traduction du sanskrit à l'arabe et du grec à l'arabe. Et comme il n'y avait pas de symbolisme à cette époque-là, jusqu'au XIIe siècle, parce que le symbolisme sophistiqué, arithmétique et algébrique va apparaître en Occident musulman, c'est-à-dire en Espagne et au Maghreb. Alors, avant l'avènement du symbolisme, eh bien, ce qui est intéressant, c'est de comparer la lecture d'un nombre aujourd'hui dans un pays arabe et la lecture du nombre dans les manuscrits. Alors, je donne juste l'exemple qu'a donné la collègue. Lorsque la collègue dit comment on prononce 340, eh bien, aujourd'hui on prononce 300, pardon, 344. On prononce 300 et ensuite 4 et 40. Mais dans les manuscrits, on prononce exactement selon la logique de l'écriture 344, c'est-à-dire que c'est écrit
de gauche à droite dans les manuscrits arabes, 3, 4, 4, et c'est lu de droite à gauche, c'est-à-dire 4 et 40 et 300. Donc c'est un peu perturbant, mais je voulais juste suggérer à la collègue de voir un peu certains manuscrits d'arithmétique pour essayer de voir que, en fait, dans cette civilisation, ils ont travaillé par convention, mais on ne sait pas quelle est la raison qui a fait qu'ils ont choisi cette lecture-là, qui est 4 et 40 et 300. Voilà. Sinon, je remercie la collègue d'avoir fait cet exposé qui est très clair, qui correspond exactement à ce que je savais en tant que mathématicien et en tant que responsable. Donc, elle a été très fidèle et je la félicite. Merci beaucoup, professeur. Merci bien. Il y a une autre intervention de Hamid Boukardous. Bonjour, je suis très ravi d'être parmi vous. Je remercie Dr Safia, je vous remercie vous, professeur Ahmed Jabbar, c'est un honneur d'être avec vous. Voilà, bon, je suis inspecteur d'enseignement primaire à Bijaya déjà. Euh, Bon, je suis je suis le résultat de l'école bilingue. J'ai fait bac maths en 86, donc c'est-à-dire comme a dit c'est-à-dire Madame Safia, pour le c'est-à-dire pour le c'est-à-dire le thème de ma question, c'est pour moi, c'est-à-dire durant les analyses les analyses depuis 2008 en tant qu'inspecteur, le problème des élèves en CE2, même en CE1, c'est l'écriture, c'est-à-dire littérée et pas chiffrée. C'est-à-dire, Mhm. nous, Oui, surtout les erreurs d'orthographe, ils sont vraiment c'est-à-dire très flagrants. Bon, j'étais vraiment, c'est-à-dire surpris de voir, c'est-à-dire la bonne écriture, les chiffres littérés et les erreurs, c'est-à-dire, donc ma question, est-ce que c'est-à-dire, est-ce que ces réponses, est-ce que les réponses, c'est-à-dire montrées, enfin, sont seulement par hasard ou bien elles sont ciblées? Et bon, et c'est-à-dire oui, oui. bon, et la Oui, j'ai deuxième compris. question, Mhm. c'est Oui, oui, que, euh, tout à fait. euh, euh, pardonnez-moi, c'est-à-dire nous, au niveau primaire, le problème c'est la période CE1, CE2. C'est-à-dire, Oui. parce que c'est en CE2 qu'on commence le français, alors c'est-à-dire après, c'est-à-dire faire les mathématiques en CE2 présente certains problèmes parce que avec l'introduction c'est-à-dire de l'écrit, enfin de la langue française. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour cette question. Effectivement, les exercices, les exemples que j'ai montrés sont ciblés pour un petit peu présenter un échantillon de quelques façons d'écrire. Il faut savoir que l'exercice, il est en deux parties. Il donne donc en première partie les nombres en chiffres. Il demande à ce qu'ils soient écrits en nombres, en lettres littéralement, donc en lettres. Et dans la partie que j'ai présentée, ils sont écrits en lettres, donc une écriture littérale, et les élèves les écrivent en chiffres. J'ai préféré dans un premier temps présenter cette écriture pour mettre en évidence cette difficulté de latéralité, de double latéralité. Donc on la voit, elle est explicite ici chez les élèves du CE1. Et j'ai pris exprès le CE1, pas le CP, enfin la première année, parce que la première année c'est encore beaucoup plus brouillon en quelque sorte. Et du coup, donc là, on a quand même, c'est assez significatif. Mais tous ces problèmes-là, ça c'est la chance, vous m'avez donc donné l'occasion de présenter, de parler de ce que je comptais dire. Et je le donne comme réponse à vous, mais aussi que ces difficultés rentrent dans l'ordre. Moi, je trouve, si j'ai un avis à donner par rapport à cette réforme qui a fait beaucoup de dégâts dans les années
2003-2004, c'est-à-dire au début de sa mise en place, parce qu'elle n'a pas été préparée, les enseignants n'ont pas eu de formation, donc ils sont rentrés en septembre, on leur a dit, voilà, vous écrivez de droite à gauche et de droite à gauche, et c'est comme ça. Il y a beaucoup de déperditions scolaires. Beaucoup d'élèves ont quitté l'école prématurément. En revanche, cette façon de faire, elle est, cette réforme ou ce mélange d'écriture entre l'écriture symbolique, donc de gauche à droite, et l'écriture donc de la langue arabe, c'est la langue d'enseignement, on n'y peut rien, c'est comme ça. Il ne s'agit pas de changer quoi que ce soit, il s'agit de composer avec cette langue et donc avec l'expression symbolique. Et moi, je trouve que l'avoir commencé cette réforme dès l'école primaire, c'est une excellente chose et c'est une réussite. Elle a fait beaucoup de dégâts dans les premières années. Beaucoup d'élèves ont quitté l'école très rapidement, donc on avait beaucoup de déperditions donc, scolaires, mais après, les choses sont rentrées dans l'ordre. Et qu'est-ce qu'elle a d'aussi d'important? Elle a permis à tous les élèves algériens, à tous les apprenants, d'être en face des bancs de l'université à une certaine égalité, à savoir que quand on était dans la première période donc, de 62, on va dire jusqu'à 88, il y avait ces deux classes, les classes bilingues, donc Oui. les élèves qui Les apprenaient classes en normales, français. oui. Normal, non, c'est pas Oui. des classes normales, NP, oui. c'est pas des classes normales, c'est des classes qui apprenaient en langue française les disciplines Non, non, scientifiques. non, pardon. C'est-à-dire, et bon, il y avait des classes, la classe transitoire et la classe normale. La Oui, classe transitoire, c'est la classe bilingue et normale, c'est en oui, arabe. Oui. voilà, moi j'ai pas, moi j'ai appris quand j'étais, J'ai fait le collège et le lycée comme ça. oui, donc on est à peu près, moi c'est pareil, et donc du coup, quand on arrivait à l'université, on avait quand même une longueur d'avance sur Ah, bien nos sûr. camarades qui ont fait leur scolarité collège-lycée en arabe pour les sciences. À savoir qu'un excellent élève arabisé qui a fait tout en arabe, arrivé à la fac, et un élève très bon, pas excellent, très bon, arrivé à la fac, il y avait un écart Oui, significatif entre la oui. réussite. Donc, il y avait une injustice en quelque sorte. On n'avait pas les mêmes chances, égalité des chances dans les réussites. Quand tout le monde était arabisé dans la deuxième période, il y avait beaucoup de problèmes quand on arrivait à l'université et qu'on choisit les disciplines scientifiques. Donc, à savoir la médecine, tout ce qui concerne santé et tout ce qui concerne ingénierie, il y avait aussi des problèmes parce que tout le monde refaisait sa première année une fois, au moins une fois. Ah, Par contre, avec cette réforme, on arrive à l'université avec c'est une transition, j'allais dire, donc une transition vers le supérieur, à l'exception, à la seule exception, c'est que les écoles privées malgré l'article 59, continuent à enseigner en français. Donc, les élèves du privé. ils utilisent la terminologie, la science de terminologie. Écoutez, moi j'ai des collègues amis, je sais comment ils travaillent. Bon, bien sûr, je Mhm. ne cite pas, je ne donne pas de nom, mais je sais qu'ils enseignent en français. Ils n'écrivent pas au tableau en français, mais ils enseignent tout en français. Merci Et voilà. beaucoup. Et C'est donc, très gentil. voilà. Merci beaucoup. Donc ça, c'est pour dire un peu, il reste cette particularité qu'on peut pas gommer, mais sinon, la réforme de 2003, de mon point de vue, au moyen terme et au long terme, a permis aux élèves algériens d'être un peu équitables devant les chances, avoir une chance pratiquement équivalente dans le supérieur. Voilà. Merci, merci beaucoup. Merci Safia. Donc il y a d'autres questions, par exemple de Marie-Pierre sur, tu as parlé d'autres langues que l'arabe dialectal et en Algérie et en particulier le berbère. Oui. Est-ce qu'il y a des différences dans ces langues, dans la manière dont les nombres sont traités, même si je comprends que ce ne soit pas des langues d'enseignement, hein. Et, personnellement, je ne me suis pas penchée parce que comme je ne connais pas ces langues, donc, mais je pense qu'il y a des études qui ont été faites par nos collègues marocains parce qu'ils ont une académie pour la langue berbère. En Algérie aussi, on en a une, mais au niveau recherche, on n'est pas, il y a pas on ne peut pas présenter des choses. Je ne suis pas en mesure de dire en Algérie
les articles ou les recherches scientifiques sur les langues berbères ou les langues amazighes, hein, ont donné ceci ou cela. Je ne suis pas en mesure de présenter quoi que ce soit, mais je sais qu'il y a des essais dans ce sens-là. Il faudra que nos collègues amazirs, hein, de naissance et de région qui puissent un petit peu se pencher sur la question ou nous dire un peu comment ça se passe. Mais je ne suis pas Myriam Bernan propose qu'il y ait des recherches. Donc, si elle veut prendre la parole. Désolé. Oui, vous m'entendez? Très bien. Très bien, bonsoir à tous. Donc, ravie d'être avec vous, c'est très intéressant. Moi, je suis enseignante au lycée et je me spécialise en sociolinguistique. Je compte passer le concours du doctorat bientôt. Donc, en ce qui concerne les recherches sur la langue berbère, donc effectivement, il y a des sociolinguistes. Donc, je peux vous citer Abdelzak Doulali, par exemple, qui travaille en collaboration d'ailleurs avec Madame Fawzat Al-Ibrahimi, et d'autres chercheurs qui publient. Donc, on a des ouvrages, des recherches qui sortent. Et d'ailleurs, il y a l'académie, donc c'est pas l'académie, c'est l'Institut national de ouais, la langue berbère. tamazigh. Oui. Donc, c'est l'Institut national de la langue tamazigh qui est chargé justement de travailler sur la question. Donc, c'est vrai que les chercheurs ne sont pas si nombreux que ceux qui travaillent sur la langue arabe ou alors le français. Mais en tout cas, les recherches sont là. Donc, moi, j'ai des ouvrages, j'ai des articles. Voilà, je voulais juste signaler ça. En ce qui concerne les nombres et les chiffres, moi, je ne saurais vous répondre parce que je ne parle pas malheureusement cette langue ou une de ces langues. Mais en tout cas, pour l'arabe algérien, alors, globalement parlant, il n'y a pas vraiment de différence par rapport à l'arabe littéraire. Donc, par exemple, Talatata Achal, c'est Tiltash. Enfin, alors, phonétiquement parlant, il y a une différence. Donc, des fois, on abrège. Donc, par exemple, Al-Ba'ata Achal, on dit Al-Ba'atash directement. Alors, pour les premiers chiffres, donc par exemple, Wahid, c'est la même. Et Tnan, c'est Zouj en algérien. Donc là, il y a une différence. Voilà, donc c'est tout. Mais après, sinon, je pense que il n'y a pas vraiment de différence par rapport au D'accord. Pas nombre. dans la structure en tout cas. Ok. Voilà. Merci. Donc, Nisiad a mis son micro. Vous voulez poser une question? Non? Moi, j'aimerais écouter ce que Agnès a à dire, puisque Agnès, visiblement, enseigne en France avec des enfants qui peuvent être arabophones ou arabes d'Algérie. Et donc, j'aimerais savoir ce que vous en avez pensé. Bonsoir. Alors, j'ai trouvé que c'était passionnant parce que je trouve que, enfin, je sais par expérience, mais plutôt avec l'Allemagne, que les mathématiques sont enseignées de façon complètement différente selon les pays concernés, sont abordées et ont des fonctionnements, enfin, d'explications différents. Et j'ai effectivement eu, quand j'étais enseignante en UPE2A, des élèves arabophones et des élèves algériens donc c'était dans le premier degré entre 7 ans et 11 ans, donc ceux qui arrivaient, qui avaient, je dirais, plus dans les 9 10 ans, avaient déjà des habitudes ancrées et, euh, et je n'étais pas consciente de la structure des nombres dans la langue et de l'écriture et de la signification de ce mot et, mais de cette conjonction de coordination, mais j'ai toujours favorisé les échanges et les expressions à voix haute pour comprendre ce que les élèves pensent et aussi de ce qu'on leur dit. Et effectivement, il y avait des soucis liés à l'utilisation de ce et qui était souvent effectivement associé à un plus, mais
à l'action d'additionner, ce qui est aussi vrai dans la langue française, mais pas équivalent à cette caractéristique telle qu'on nous l'a présentée ce soir. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et cela montre qu'on doit vraiment mettre l'accent sur la manipulation. Enfin, je passais beaucoup de temps avec mes élèves allophones de tout pays, en fait, à montrer, à faire manipuler en même temps que j'utilisais des expressions langagières caractéristiques du français pour être bien sûr qu'on parle de la même chose, en fait. Donc, c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci Merci. Agnès. Christian, si tu me permets, je voudrais apporter un témoignage à la suite de ce que Agnès vient de dire, si Très tu bien, me permets. bien C'est sûr. que Agnès, elle vient de nous dire que maintenant, avec les élèves allophones et les élèves, donc en l'occurrence, ceux qui arrivent d'un autre pays, donc avec une autre langue, avec un apprentissage déjà partiellement fait, avec d'autres codes, à savoir l'arabe pour les Maghrébins, donc pour l'occurrence les Algériens. Je me souviens qu'un collègue du lycée, quand j'étais à l'IREM de Strasbourg, un collègue de lycée qui venait régulièrement à l'IREM de Strasbourg et donc de venir nous voir. Et un jour, il courait, il me cherchait où est-ce qu'elle est Safia. Et après, donc, il m'a trouvé. Il me dit, j'ai besoin de toi. Il me dit, je m'occupe d'un groupe de femmes analphabètes, des femmes qui n'ont jamais allé, de femmes d'un certain âge, à qui, donc, dans un cadre, je pense, associatif. Et il me dit, mais je ne comprends pas lorsque je leur demande de m'écrire 67, parce que 67 étant le département de Strasbourg, donc il les initiait à la langue, mais aussi à se débrouiller spatialement et dans le temps et dans l'espace. Donc voilà, il me dit, mais je leur demande de m'écrire 67, elles m'écrivent 76. Et je ne comprenais pas pourquoi. Moi, j'avais tout de suite souri parce que j'avais compris pourquoi. Il me dit, et alors, j'ai essayé, j'ai donné 34, il me écrivait 43. Il a essayé plusieurs nombres. Je lui dis, parce qu'en arabe, même si elles n'ont pas fait, donc elles n'ont pas été à l'école, ces femmes, mais pourtant elles savent manipuler les nombres dans la vie de tous les jours. Et donc pour elles, c'est 67, on commence par 66, donc elles commencent par 6, et donc en arabe, c'est les unités qu'on écrit en premier. Donc c'est pour ça qu'elles écrivaient 76. Et donc cette attention particulière que les enseignants se doivent d'apporter à leurs élèves allophones ou élèves ou adultes, dans quel que soit le cadre, si le cadre scolaire ou autre. Je pense qu'elle est très importante et Agnès, elle le dit maintenant, elle dit effectivement, il faut se regarder de près pourquoi est-ce que comment dans leur langue, par exemple, voilà, ces élèves apprennent et comment ça se présente dans le système de comptage en quelque sorte. Et c'est vrai que c'est une chose que nous, enseignants, nous devons de le faire pour pouvoir apporter à tous nos élèves, quel que soit leur horizon, quel que soit, voilà, de pouvoir comprendre. Et comprendre en classe, c'est très compliqué parce qu'on n'est pas dans des cours particuliers, on est avec tout un groupe, une trentaine d'élèves, mais ça demande de l'enseignant beaucoup d'innovation et de créativité. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on va remercier une nouvelle fois Safia. Donc, merci bien pour cet exposé. Et donc, je vous invite, je vais arrêter l'enregistrement, mais avant ça, je vous invite à venir à le mois prochain. Donc, ce sera vendredi 7 mars pour écouter Samer Meaden. Donc, je ne sais pas exactement quel est son titre, mais ce sera très certainement intéressant. Donc voilà, bon mois de février. Et donc rendez-vous au mois de mars.
Merci, merci.